Et si on s'intéressait aux déclarations du journal français Le Monde, ce quotidien a dit connaître les vraies raisons du séjour de Paul Biya et de son épouse en Europe. Le journal affirme, alors que le couple présidentiel a des soucis de santé, la réaction de Yaoundé n'a pas tardé. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, est monté au créneau pour critiquer le non-professionnalisme du journal Le Monde, tout en déclarant que Paul et Chantal Biya se portent plutôt bien, comme un charme d'ailleurs. Sauf que des journaux camerounais comme Le Messager se sont interrogés sur ce que coûte le voyage du couple présidentiel pour les caisses de l'État. Mais de là où il se trouve, Paul Biya n'a pas manqué de rendre hommage à l'une des ferventes militantes du RDPC, Françoise Folling. Des obsèques officielles ont été décidées. Elles ont eu lieu ce week-end en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Mais au fait, quelles sont les leçons à tirer de la vie à la fois politique, sociale et même économique de cette femme? Tentative de réponse dans cette édition de Droit de réponse qui va aussi s'interroger sur ces hommes qui continuent de présider aux destinées des deux chambres que compose le Parlement camerounais. Madame, bonjour, messieurs, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse, je le rappelle, c'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici. Et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes et même des hommes politiques se relaient sur ce plateau. Vous tentez de nous faire voir ou comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de droit de réponse de ce dimanche. Mais avant de faire connaissance avec nos invités, d'abord un tour dans les kiosques avec vous, Céline Oufélé. Bonjour. Bonjour Sandrine. Eh bien, merci d'être là ce dimanche. La presse qui s'est intéressée à plusieurs pans de l'actualité et de la semaine. Eh bien, que dit-elle ? Le journal français Le Monde a subi les foudres de la presse camerounaise après avoir suscité cette polémique sur la santé du couple présidentiel. Ce d'autant plus que l'article a été modifié 3 fois de suite. Le Messager n'a pas manqué de souligner ces multiples contradictions, notamment sur les déplacements de Chantal Biya et surtout la mouture de l'article en question. Dans un premier temps, le Messager affirme que Le Monde a écrit « Le couple présidentiel s'exile pour des raisons médicales ». Ensuite, cette mouture a été modifiée pour devenir « Le couple présidentiel est hors du pays et en mauvaise santé ». 24 heures plus tard, le Messager constate une troisième mouture, à savoir « Le couple présidentiel est à Genève et s'occupe de sa santé ». Pour ce journal camerounais, les contradictions du tabloïd français jettent le discrédit sur ses publications. De telles supputations sur la santé de Paul Biya ont suscité la colère des Camerounais, titre Aurore Plus. Dans les colonnes de Mutation, le député RDPC Peter William Mandio dénonce une campagne de manipulation pour raviver les batailles successorales à la tête du Cameroun. La météo va plus loin en accusant le quotidien français d'être complice d'un complot visant à déstabiliser le Cameroun. Malgré le démenti du gouvernement, le Messager indique que le ministre de la Communication reconnaît tout de même que le président Paul Biya a le droit d'être malade. Cependant, cette polémique sur la santé du chef de l'État a permis à la presse de relancer le débat sur le traitement de l'information relatif à la santé du chef de l'État. La majorité des journaux précise que c'est un sujet tabou au Cameroun. Cet tabloïd évoque le cas de Feu Pius Ndiawe, condamné à 2 ans de prison en 1997 pour avoir parlé d'un malaise qu'aurait eu le président Paul Biya lors d'une finale de la Coupe du Cameroun. Le journal Le Repère ironise en déclarant que Paul Biya, 82 ans révolus, a une santé de fer. Il n'est jamais malade. Pourtant, le journal français Le Monde met Paul Biya au défi de dire ouvertement où il se trouvait depuis le 2 mars dernier. Ce journal réagit ainsi dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Pour Le Monde, ce journal pense qu'il n'y a pas de contradiction dans son article, mais des détails qui ont été corrigés. Cependant, des quotidiens n'ont pas manqué de critiquer une fois de plus les dépenses faramineuses du chef de l'État. 1 milliard en 20 jours, alors que le pays a besoin de telles ressources pour mener la guerre contre Boko Haram, fait savoir le Messager. L'annonce de son retour dans la Nouvelle Expression lui permettra-t-il de rattraper les bons points que marque Ni John Fundi? La Nouvelle Expression affirme qu'il a devancé Paul Biya en se rendant au chevet des soldats hospitalisés à Yaoundé dans le but de saluer leur courage
et leur offrir des denrées alimentaires. Autre absence remarquée de Paul Biya, c'est aux obsèques officielles de Françoise Phoning. Le messager fait un constat sur l'attitude du président de la République dans de telles circonstances. Paul Biya a la phobie des levées de corps. Le chef de l'État n'assiste jamais à ces parties des obsèques quand ses proches meurent. Et puisqu'on parle des obsèques officielles de Françoise Phoning, Ouassi Toral n'est pas resté indifférent à cette foule monstre venue saluer l'arrivée de la dépouille du défunt maire de Douala 5e. Autre fait inhabituel souligne ce billet hebdomadaire, les autorités ont laissé les mototaximens parader durant les différentes escales du cortège, alors que c'est interdit. Ouassi Toral a consacré 4 pages aux témoignages d'hommes politiques et femmes d'affaires du monde entier. Il salue son courage, son engagement, son intelligence et son charisme. Au moment où ces obsèques se déroulent, Aurore Plus fait des révélations sur des batailles en sourdine pour le contrôle des fonctions que la défunte maire de Douala 5e a laissé. Il s'agit de la présidence de la section RDPC Douala 5 et le siège du maire. Dans son enquête, Aurore Plus suppute sur les candidats qui pourraient prendre la tête de la section RDPC à Douala 5e. Il y a Hervé Emmanuel Combe, Jean-Robert Feutieux et Richard Fengouan. Quant à la mairie, ce sont les adjoints de la défunte maire qui s'écripent pour prendre le contrôle de la municipalité. Ce journal croit également que les autorités administratives du littoral ont été interpellées pour faire des propositions en prenant compte des aspects socio-culturels. Des chasseurs tapis dans l'ombre du RDPC et du Sérail se sont mis en branle pour extorquer de l'argent aux candidats réels et virtuels, selon Aurore Plus. Merci à vous Cédric Neuffelet, merci à vous pour cette revue de presse. On aura vraiment pu comprendre comment la presse est intéressée à ces 2 grands sujets d'actualité de cette semaine. C'est le temps de dire bonjour à nos invités. Suzanne Kalalobé, bonjour. Bonjour Sandrine Yamga. Merci d'être là. L'actualité cette semaine, c'était aussi la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 21 ans après, la presse qui a profité pour s'intéresser, pour s'interroger également où sont passés à la fois les passeports biométriques CEMAC, où est passée l'université régionale, où est passée la monnaie. Bref, on peut dire que ce sont des interrogations qui reviennent. Oui, c'est normal parce que du point de vue panafricain, sur le plan structurel, on n'a pas vraiment avancé. Quand on voit aujourd'hui que c'est des banques, par exemple, qui développent l'idéologie panafricaine, on comprend que les peuples ne sont pas vraiment mobilisés pour la circulation, leur propre circulation. Même si les États ne le sont pas, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de désengagement des peuples africains par rapport à la CEMAC. Bon, mais il y a quand même une petite lueur, parce qu'il y a eu ce rassemblement de protestataires, appelons-les comme ça, africains, citadins et urbains, à Kinshasa en RDC, où on a vu le mouvement Y en a marre, le mouvement Le Ballet Citoyen qui s'est retrouvé là-bas pour protester en considérant qu'ils avaient quelque chose à voir sur ce qui va se passer là-bas au Congo-Kinshasa. Mais sur le plan structurel, rien ne peut avancer si les peuples ne font rien, s'ils ne marchent pas, s'ils ne protestent pas, s'ils ne crient pas, parce qu'ils ne font rien. Il n'y a pas de pétition au niveau panafricain. Bien sûr, il y a une chaîne aujourd'hui qui semble extrêmement populaire, dont je vais quand même citer le nom, Afrique Média, qui semble développer une forme de panafricanisme que je dirais un peu aboyeur, mais on voit bien qu'il y a un espace qui est totalement vide, dans lequel il faut que les panafricanistes d'hier s'engouffrent et que véritablement la culture de l'intégration africaine ou de l'unité africaine se développe. Mais est-ce que ce sont les peuples qui devraient prendre les devants? Il y a quand même des dirigeants qui ont parfois eu à se retrouver, à discuter de ces questions-là, des questions qu'elles ont trouvées, ces personnalités-là, importantes même pour le bien de leur communauté respective. Pourquoi ça ne marche pas au niveau des dirigeants? De la CEMAC. Non, ce sont les peuples qui font l'histoire. Regardez l'Europe. Il a fallu discuter avec les peuples pour qu'ils soient d'accord. C'est vrai que la technostructure maintenant organise. Mais si le peuple ne veut pas, s'il ne se mobilise pas, s'il ne fait rien, on peut considérer que les États de la CEMAC restent dans la logique chauvine dans laquelle l'impérialisme ou les colons ont fabriqué nos pays, où c'était chacun pour soi et l'impérialisme nous pousse. Donc si on se rend compte que 21 ans après la CEMAC ne marche pas, l'intégration africaine ne fonctionne pas, si les peuples ça les dérange, il faut qu'ils se battent. Et ceux que ça dérange doivent se battre pour obtenir et imposer. Est-ce que les Africains sont d'accord avec l'idée d'intégration africaine? La preuve, c'est que dès que les Camerounais ont un problème, ils disent les Tchadiens.
Dès que les Tchadiens ont un problème, ils disent les Nigériens. Dès que les Nigériens... Bon, maintenant, c'est vrai que Boko Haram impose une espèce de conjugaison des forces, mais on est en train de progresser. Oui, c'est ça. Très bien. Merci donc à vous, Suzanne Kalalobe, d'être là. Nous disons également bonjour à Faustin Djikam, le directeur de publication du journal Tribune d'Afrique. Bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour à tout le monde ici sur le plateau et à nos téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, vous arrivez au moment où l'actualité sportive continue d'avancer, elle. La FIFA qui vient donner un autre mandat au comité de normalisation. 6 mois de plus. Il faut attendre jusqu'en fin septembre 2015, peut-être, pour espérer de savoir qui sera le successeur de Yahya Mohamed. Ça commence à bien durer, direz-vous? Bien sûr. C'est une situation honteuse qui projette très mal l'image du Cameroun à l'extérieur. Voyez-vous, le comité de normalisation ne l'est plus du tout. Parce qu'en réalité, un comité de normalisation a un temps bien précis dans lequel il doit travailler et rendre sa copie. L'arrivée des gens comme Joseph Founa à la tête de cette structure avait suscité beaucoup d'espoir, puisqu'ils avaient un pédigré académique que personne n'osait contester. On se disait bien que pour eux, revoir les tests de la fédération, organiser des élections limpides dans cette fédération serait juste un petit jeu d'enfant. Parce que voyez-vous, c'est un petit exercice pour un professeur d'université, pour un professeur de droit, que de relire et de dépouiller de tous ces manquements un test comme celui qui concerne les élections à la FECAFOOT. Mais nous nous sommes rendus compte plus loin que plus les jours passent et il y a comme une sorte de mafia entre la FIFA et le comité de normalisation. Et ça fait honte parce que les Camerounais ne s'attendaient pas à ce genre de choses. Voyez-vous, le football camerounais est l'un des premiers ambassadeurs à l'étranger. Et quand aujourd'hui on se rend compte qu'au niveau de la fédération, rien n'est clair, même ceux qui étaient présentés comme des candidats potentiels hier ont aujourd'hui honte. Moi personnellement, j'ai soutenu un certain candidat. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à parler de cela parce que nous nous sommes dit que les élections allaient arriver dans les règles de l'art et que celui-là puisse passer ou bien un autre puisse passer de façon démocratique. Mais aujourd'hui, on ne sait pas véritablement ce qui se passe et ça trahit l'image du Cameroun, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires. Noé Bengan, bonjour. Bonjour, madame. Eh bien, vous vous intéressez aussi beaucoup à l'actualité du football. Comment vous réagissez à cette nouvelle prorogation du mandat du comité de normalisation? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Tout à fait. Et sur ce plateau, il y a plusieurs reprises d'ailleurs, nous avons dit que le problème du football camerounais, tout comme le problème de l'école, des hôpitaux et partout, c'est ces règles au sommet de l'État. Et beaucoup avaient dit, très tôt, fait de dire que non, vous accusez le président de la République. Deux choses. La première, lors de la débâcle de Lyon en 2010, le ministre de l'époque organise, sous d'ailleurs, parce que c'est ce que disaient les banderoles et toutes les affiches, la haute instruction du chef de l'État, on organise en mai un forum national sur le football. Après la débâcle de l'Angola, le président de la République lui-même fait un discours le 10 février où il dit qu'il va créer un institut supérieur du football. Septembre de la même année, on fait un forum national du sport, c'est-à-dire les états généraux du sport. On a attendu 4 ans pour que le président de la République ait commencé à appliquer les recommandations des 2 rencontres qui ont été tenues sous sa haute instruction. Et la dernière en date est d'ailleurs arrivée au moment où le comité de normalisation siégeait, c'est-à-dire un décret qui réorganise les équipes nationales de football, parce que les équipes de football fonctionnaient sur un décret qui datait de 1972. Le deuxième décret, il le signe en février 2014, en septembre 2014. Septembre. Deuxième décret qui donnait naissance à cet institut supérieur du football. Et le ministre Tonyen Mbok avait d'ailleurs posé cette question. Mais que faisons-nous de l'université de football
si on n'a pas l'école primaire et l'école secondaire de football. Bon, beaucoup s'avaient amusé. Mais en fait, pour cet ancien ministre qui était d'ailleurs là, c'est d'ailleurs lui qui a créé les Unions indomptables, il avait analysé l'environnement du football et du sport en général en disant que ce qu'on fait là, c'était de la poudre aux yeux. Donc, Joseph Aoun, ancien ministre des Sports, qui apparemment savait que, du moins, n'était pas sur un terrain inconnu. Donc, on s'est donc rendu compte que le problème du football, ce n'est pas seulement les textes. C'est un environnement politique, hautement politique. Et c'est sur cette raison que la naissance du comité de normalisation vient au moment où Paul Biya envoie, non pas le ministre des Sports, même le ministre de l'administration territoriale à Zurich. Deuxième rencontre, c'est le ministre Grégoire Ouna qui lui s'occupe du travail et de la sécurité sociale au Cameroun. Et dernièrement, c'est le secrétaire général des services du Premier ministre qui accompagne. Donc, c'est tout ça qui montre qu'en réalité, ce n'est pas seulement les textes, ce n'est pas seulement ce qu'on croit le mandat donné au comité de normalisation, gérer les affaires courantes qui font problème. C'est tout un canevas politique qui organise et tout cela. C'est ça qui fait problème et c'est ça qu'on est en train d'organiser. Et comme on dit toujours, Paul Biya, lui, il a son calendrier que personne ne connaît. Alors, justement, pour sortir de cette question avec Louis-Noël Benkan, à quoi faut-il donc s'attendre dans les mois qui viennent? Peut-on espérer, avec tout ce qui s'est déjà passé, vous avez évoqué tout à l'heure, comment les politiques se sont plus ou moins appropriés de la chose footballistique. À quoi peut-on s'attendre dans les 6 mois qui arrivent? Peut-on espérer, au regard de tout ce qui s'est passé précédemment, qu'il y aura finalement élection du président de la FECAFOOT? Oui, nous pouvons espérer, pour la raison simple, le président de la République a négocié et obtenu l'organisation au Cameroun de la Coupe des Nations des femmes, les prochaines, en 2016, et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Donc, on pense que avec ces deux, même qu'il a d'ailleurs négocié avec le sommet, d'abord avec M. Ayatou et d'autre part avec M. Blatter. Donc, à quel niveau se trouvent les discussions, je n'en sais rien, mais nous pensons quand même, moi j'ose espérer qu'en septembre, on pourrait avoir enfin un président de la Fédération camerounaise de football, plus les autres organes pour bien gérer notre football. Très bien, en attendant d'en savoir un peu plus, lorsque nous serons peut-être en septembre 2015. Abel Elimi Lobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal, vous venez de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Alors, le président national de votre parti, John Fondi, s'est rendu cette semaine à l'hôpital militaire de Yaoundé où il a rendu visite aux soldats blessés lors des affrontements au cours de la guerre contre Boko Haram. Alors, comment vous percevez cela? Oui, c'est un programme qui est dans l'ordre des choses, puisque il nous en avait fait part au dernier comité exécutif national, l'intention de faire cette démarche-là qui a été appréciée de tous les membres du comité exécutif, considérée comme une démarche nécessaire pour une personnalité de son rang. Et comme un exemple, au moment où on se rend compte que les soldats tombent au front, ils reçoivent des obsèques auxquelles le chef de l'État n'assiste pas. Pendant que le chef d'État n'assiste pas aux obsèques des soldats qu'il a envoyés au front, le gouvernement instrumentalise des bandes d'individus pour organiser des marches de soutien. Donc, dans un environnement comme ça, je crois qu'un exemple comme celui que le président national vient de donner vient à point nommé. Le président national du SDF était aussi attendu à l'extrême nord. Pourquoi pas se rendre sur le lieu des opérations? Bon, le lieu des opérations a sa complexité. C'est un lieu de guerre. Pour y aller, il est plus convenable que le chef des troupes y aille, plutôt qu'un simple homme politique. Puisque si John Fondi arrive là-bas, il faut que cette armée se réorganise pour assurer sa protection toute particulière. Mais le vice-président du SDF était là-bas. Encore que, voilà, j'en venais. Encore que le SDF a déjà envoyé plusieurs personnes. Le vice-président a été là-bas. Célestin Djamène, qui est chargé des droits de l'homme et des peuples,
revient d'une tournée à l'extrême nord. Donc, le SDF, par les personnalités qualifiées pour ce genre de situation, a marqué sa présence dans... Et tente peut-être de redorer son blason, vous ne pensez pas? Pourquoi? Parce que notre blason avait eu quoi? Notre blason n'a rien eu. Pourquoi vous pensez qu'on le redonne? Vous savez très bien que la presse estime qu'au SDF, il y a un certain nombre de batailles, un certain nombre de luttes, les démissions en cascade qui font que ces derniers temps, le SDF n'avait pas beaucoup son nom blanchi dans la presse. Non, disons que la démission du secrétaire général n'est pas une bonne nouvelle. Ça va de soi. La démission du secrétaire général augure d'un certain nombre de difficultés qu'il faudra bien que le comité exécutif national et éventuellement l'ensemble du parti s'organise à arranger. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre image par rapport à l'armée qui est en guerre? Non, je crois qu'il y a un amalgame fâcheux que quelques individus font parce que il s'agit tout le temps de mettre un peu tout ensemble et puis finalement on ne comprend plus grand-chose de ce qu'on dit. Le parti marche. Et comme toutes les organisations humaines de cette nature, il est en proie à des mouvements internes liés à l'activité des uns et des autres. Ceci dit, tout le monde constate que nous avons un temps précieux à accorder aux affaires nationales qui vont au-delà des affaires du parti. C'est dans ce sens-là que le président national, tout récemment, et avant lui, le vice-président aussi était à l'extrême nord, et après le vice-président aussi, Célestin Diamène, qui est secrétaire national des droits de l'homme et des peuples, a également fait un déplacement là-bas pour le compte de tout le parti. Merci à vous, très cher monsieur. Tout à l'heure, vous parliez d'affaires nationales. C'est peut-être illustré comme tel. Il s'agit bien des déclarations du journal Le Monde. Nous allons donc évoquer ce sujet d'actualité. Suzanne Clalobe, vous direz que la presse a été choquée par les déclarations du journal Le Monde au sujet de la santé du couple présidentiel? Choquée, oui. Elle a été touchée dans sa fibre chauvine, la plus essentielle, et elle s'est exprimée. Mais je pense qu'elle a été choquée parce que Le Monde est descendu de son piédestal. Mais je pense que les jeunes journalistes qui pensent que Le Monde est considéré comme un journal sérieux n'en sont pas, en fait, ne savent pas ce que Le Monde a déjà réalisé comme manipulation de l'opinion, notamment lors de la guerre contre l'Afghanistan. La façon dont Le Monde avait traité, soi-disant, l'invasion des troupes russes, qui aurait justifié finalement la frappe internationale contre l'Afghanistan, et montrait que Le Monde pouvait prendre parti. La manière dont Le Monde, comme la plupart des journalistes occidentaux, traitent nos pays africains, je pense que devrait nous donner à réfléchir. Mais on est tellement plongé dans la critique nous-mêmes de nos systèmes qu'on ne se rend pas compte qu'on reprend à notre compte leur paradigme. Le Monde, dans la manière de traiter, par exemple, l'état de santé du chef de l'État, ne pourrait jamais faire la même chose s'il traitait de François Hollande ou de François Mitterrand. Parce que quand Mitterrand a été malade, c'est pas comme ça qu'il parlait. Donc je crois qu'ils ont une tendance à en faire trop, à gonfler, à nous imposer une vision, je pense, unilatérale du monde, sous prétexte que eux, ils sont clairvoyants et critiques. Et ma foi, je pense que les journalistes, pour une fois, se sont sentis un peu fouettés. Parce que si c'est aujourd'hui Biya, Chantal Biya et son mari, demain ça peut être n'importe quel Africain. Parce que c'est comme ça, quand on regarde la manière dont ils traitent la nègrerie, c'est-à-dire notre Afrique, bon, on comprend qu'ils balancent comme ça, comme ils veulent, l'information sur un chef d'État. Même s'il y a des gens dans ce pays qui pensent que Biya doit partir. Mais je crois que tel qu'ils l'ont traité, bon, c'était même, enfin, pas, je dis même moi, j'étais choquée, mais pas étonnée, parce que c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est vrai que quand on a le discours que je viens d'avoir, il y a des Africains de la diaspora, et d'ailleurs c'est à eux que je m'adresse, qui vont dire « Ah voilà, on les a récupérés, tout le monde maintenant est aligné derrière une espèce de consensus culturel. » Mais je pense que les pays, les Africains, doivent avoir une position de principe, qui est une position culturaliste. Parce que, je répète, quand on lit la façon dont ces gens-là traitent ce qui se passe chez nous, parfois vous vous demandez si vous êtes bien dans le même pays et s'il s'agit bien du même métier. C'est ça mon point de vue. L'UNM Bangan peut-être choqué la presse, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a tout de même repris cette information. Est-ce qu'elle devait le faire ou pas? Puisque finalement la polémique est née de ce que la presse camerounaise avait à reprendre cette information ou pas. Pourquoi a-t-elle donc repris cette information si elle était si choquante? Non, deux choses. La première, c'est que, comme l'a dit Suzanne, l'information a choqué.
a choqué et nous sommes dans une posture depuis au moins un an, depuis Boko Haram, le président de la République a déclaré la guerre à Boko Haram, il se trouve comme un consensus national autour de Paul Biya avec ce qui nous a semblé être au-dessus, c'est-à-dire que l'administration française voudrait enlever Paul Biya par des méthodes qu'on dirait tordues. Donc, il y a un consensus, on leur dit, non, laissez notre président. Peut-être nous ne voulons plus de lui, mais ce n'est pas vous qui voulez nous imposer un président. Donc, la presse pense donc que cette méthode ayant été dénoncée, la presse française, et puisqu'il dit Le Monde, France 24, RFI dit le Quai d'Orsay. La voix du Quai d'Orsay, donc c'est la voix du gouvernement français. On pense donc que les autorités françaises sont derrière cette affaire, doublé à cela également le fait que c'est Le Monde qui avait été le premier journal à annoncer la rébellion de 2002, de septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Et on sait ce qu'il en est passé. En déformant pratiquement l'article de leur représentant local à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, pour la presse, il fallait reprendre parce que c'est une information et dire également au président que maintenant, voyez vous-même, c'est la même chose qu'on a fait à votre prédécesseur Amadou Ahidjo. C'est la même chose qu'on est en train de vous faire. On veut votre départ. Est-ce qu'il n'est pas bon pour vous de créer des hôpitaux de référence ici? Est-ce qu'un médecin camerounais pouvait organiser les flux d'informations camerounaises dans la presse camerounaise? Je ne connais pas la moralité, mais je doute. Je doute que si nos présidents se traitaient dans nos hôpitaux ici, c'est-à-dire qu'ils mettraient les bons plateaux techniques, que la fuite de l'information serait venue d'eux. Donc en fait, c'est une leçon également pour les journaux camerounais, dire à nos dirigeants, mais organiser tout ici sur place pour être traité ici, être soigné ici. Alors finalement, Faustin Djikam, les déclarations du journal Le Monde, vous les prenez comment? Une alerte plutôt? Non, comme une grave faute professionnelle. Il faut le dire clairement. Vous savez, lorsque vous avez lu c'était une brève d'ailleurs au départ. Et vous vous rendez compte, même si vous n'êtes pas bon journaliste, qu'il y a des erreurs professionnelles très graves là-dedans. Vous savez que le principe de confrontation des sources, le recoupement, sont des principes cardinaux dans notre profession. Lorsque vous dites par exemple que le chef de l'État est parti du Cameroun le 2 mars, c'est faux, c'est une fausse information. Lorsque vous dites qu'il il est parti seul et puis son épouse par la suite, c'est encore une fausse information. À ce niveau, nos confrères du journal Le Monde devaient avoir l'humilité d'accepter qu'ils se sont trompés ou bien qu'ils ont été manipulés par une source. Ils ne l'ont pas fait et c'est ici que je voudrais féliciter les journalistes de la Nouvelle Expression qui sont allés donner la parole à ceux-là même qui ont commis ces articles. Mais vous avez lu leur réponse. Ils ont été arrogants, ils ont trouvé que la presse camerounaise, les Camerounais s'agitaient et gesticulaient autour de quelque chose qui était juste un détail. Lorsqu'un journaliste traite une information qu'il a donnée, qu'il a publiée, une fausse information qu'il a publiée, des détails, je crois qu'il ne l'est pas du tout. Au sens noble de notre profession. Sauf que ce journaliste fait savoir qu'il n'y avait pas de contre-vérité, tel que vous dites, mais plutôt les détails à corriger. Oui, mais est-ce que c'était un détail? Lorsque vous dites que quelqu'un est parti du Cameroun le 2, alors qu'il est parti du 1er, en journalisme, c'est une faute très grave. C'est même très grave. Vous devez tout faire pour donner l'information juste. C'est ce qu'on attend d'eux. Et puis, ces gens qui ont l'habitude de nous prendre de haut, et c'est ici que je rejoins la posture de Suzanne tout à l'heure dans ce qu'elle développait. Il faudrait que nous fassions attention désormais. Ils ne peuvent pas, de Paris, traiter l'information, la même information de la même façon sur François Hollande ou bien sur Mitterrand ou bien sur qui d'autre. Voyez-vous? Alors, au Cameroun, ils parlent du chef de l'État en ces termes-là. Ils donnent des mauvaises informations. Et ils n'ont même pas la rectitude intellectuelle et professionnelle de revenir dire nous nous sommes trompés, voilà ce qui s'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au contraire, ils veulent nous faire croire que ce qu'ils ont dit, c'était des détails et qu'on n'a pas à s'agiter et autres. Je trouve que c'est malsain et c'est même moche. Voyez-vous? Parce que le président
peut tomber malade comme nous tous nous pouvons tomber malades. C'est normal. C'est un président de la République, c'est un chef d'État, c'est un citoyen du monde. Il est libre d'aller se soigner où il veut. Puisque nous aussi, ici et à l'intérieur du pays ou ailleurs, nous allons aussi nous soigner là où nous voulons. C'est sa vie privée, c'est normal. On peut en parler, mais de grâce, il faut dire la vérité. C'est tout ce qu'on veut. C'est pas qu'on cacherait quelque chose, encore que lorsque nous avons recoupé les informations, elles étaient fausses. Le jour où on publiait, ils publiaient sur le site du journal Le Monde Afrique que le chef de l'État était malade, ainsi de suite. Il était en train de recevoir un émissaire qui lui remettait un pli fermé. Nous sommes allés jusqu'à vérifier. Et l'information que je vous donne est de bonne source. Vous voyez? Et j'ai avec moi ici une photo du président de la République qui part de Yaoundé en mondovision avec son épouse. Le pas alerte. Non. Paul Biya se porte bien en ce moment. Même si souvent il est malade, mais je vous dis qu'en ce moment il se porte très bien, ainsi que son épouse. C'est tout à fait normal. Mais ce genre d'information qui sécrète et sédimente le doute dans la tête des Camerounais, ce n'est pas innocent. Mais nous disons que le Cameroun est un pays assez mûr. Vous voyez? Les citoyens camerounais sont mûrs. Ça aurait pu être le président Fundi, ça aurait pu être, je ne sais pas, Bello Bouba ou un autre citoyen camerounais que j'aurais eu la même posture. Je ne parle pas comme ça parce qu'il s'agit du président de la République. Mais quand il faut traiter une information, si un citoyen, quel qu'il soit, il faut au moins dire la vérité et avoir l'humilité de dire qu'on s'est trompé. Lorsque le président de la République française prend la moto dans la nuit pour aller voir ses copines au quartier, il n'en parle pas. Vous voyez? Quand le journal Voici en a parlé, ils ont trouvé que cela relevait de sa vie privée, qu'il ne fallait pas en parler. Lorsque le président de la République française est à sa 4e copine, est un chef d'État d'un pays comme la France, qui n'est pas marié, qui a des copines qui doublent et qui changent comme il veut, il n'en parle pas. Alors je trouve qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas par des articles pareils que ce pays-ci sera déstabilisé. Les Camerounais sont assez matures. On a une opposition qui est mature. Vous avez vu, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, par exemple, que le président Fundi, que je félicite ici, a montré qu'il est un citoyen républicain. Il est allé, et ce n'est pas la première fois, comme ce n'est pas aussi la première fois qu'on dit n'importe quoi sur le président de la République. Alors, je trouve que c'est maladroit, mais je voulais chuter. Je voulais chuter pour dire que nos confrères qui ont pris sur eux de relayer simplement cette information telle qu'elle a été publiée par le journal Le Monde n'ont pas bien fait. Nous devons travailler de façon citoyenne et républicaine dans notre pays. On en reparlera tout à l'heure lorsqu'on va évoquer les sorties à la fois du ministre de la Communication et du vice-président du Conseil national de la Communication. Mais avant, Abel Elimi-Lebé, finalement, les thèses de manipulation, de déstabilisation sont nées au lendemain de cet article. Est-ce qu'il est possible de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont apparues? Finalement, la déstabilisation, la manipulation, cela relève de qui? Pour qui et pour quel profit? La querelle des journalistes ne m'intéresse pas. Qu'ils le fassent leur querelle, c'est une profession où je pense que des débats de cette nature vont certainement concourir à l'amélioration de la façon de faire. Cependant, je crois que le résultat que nous obtenons découle de la gestion de l'information nationale autour du comportement du président, sa santé ou ses voyages. À partir du moment où vous avez un président de la République qui voyage à des destinations inconnues, qui va, personne ne sait, où on le voit partir, personne ne sait exactement où il va. Personne ne sait pourquoi il y va. Personne ne sait combien de temps il va y rester, etc. Mais c'est vous qui considérez. Bon, voilà donc les conséquences d'un séjour privé dont personne ne sait exactement à quoi il était destiné. Le chef de l'État ne travaille pas pour lui. Il n'a rien à nous cacher. Je n'appartiens pas à l'école qui pense que le chef de l'État va travailler pour la nation, mais en ne nous disant pas ce qu'il s'en va faire. Moi, je ne vois pas ça auprès des autres chefs d'État, des autres grands chefs d'État du monde. Quand Obama sort des États-Unis, tous les Américains savent où il va. Ils savent pourquoi il va là-bas. Ils savent où il sera exactement. Ils savent qu'est-ce qu'il s'en va faire. C'est clair. Dès lors qu'il travaille pour nous, vous ne pouvez pas vouloir notre bien sans nous-mêmes.
Donc je crois qu'il y a quelque chose de mauvais dans le comportement du chef de l'État, de tous ceux qui l'entourent, de tous ceux qui communiquent pour lui, qui génère ce type de conséquences. En réalité, ce journal ne nous a dit rien d'important. Nous dit que le chef d'État est malade. Quand quelqu'un a 82 ans, il doit être malade. Quelqu'un qui a 82 ans, on ne doit pas s'étonner qu'il soit malade. Deuxièmement, les Camerounais qui ont ce chef de l'État savent que c'est un homme comme tout le monde. Il peut donc tomber malade. Et tout le monde sait que s'il tombe malade, il va à l'hôpital. On s'attend aussi qu'il guérisse. Ou alors qu'il ne guérisse plus jamais. Ça peut arriver. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc quand un gouvernement s'emploie à organiser une communication de type paranoïaque sur la santé du chef de l'État, moi je trouve que c'est en fait parce que il y a des problèmes de légitimité. Un chef de l'État qui est aimé par son peuple s'attend à ce que s'il est malade, que le peuple fasse compassion. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, je ne sais pas si le chef de l'État refuse qu'on soit compatissant. Donc, je ne comprends pas cette espèce de guerre que le gouvernement allume, et puis avec certains turiféraires de la propagande qui estiment qu'il faut faire toute une guerre contre un média qui ne nous a pas dit grand-chose. Le chef de l'État est en Suisse, il va en Suisse plusieurs fois dans l'année, personne ne sait ce qu'il s'en va faire là. C'est sa marque de gouvernance, c'est sa façon de gouverner, que de toute évidence a montré ses limites. Il est clair que c'est une mauvaise façon de gouverner un État. On voit les conséquences, mais je dis, le journal Le Monde, pour moi, on n'aurait pas fait de cette publicité. On aurait pu se passer de ça. On n'aurait pas fait cette publicité autour de ce journal qui a effectivement dit un détail et que si c'est une affaire de un conflit entre des professionnels, franchement, nous les hommes politiques, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Suzanne Kalalobé. Oui, je pense que Elimbi Lobé minimise l'incident entre guillemets du Monde parce que comme toute chose, il faut contextualiser l'information. Ce n'est pas un détail et ce n'est pas un hasard, puisque, il l'a dit, Paul Biya, ce n'est pas la première fois qu'il voyage. Tout le monde sait qu'il est malade. Chacun sait le niveau de cette maladie. Ce qu'il y a, c'est que quand le Monde fait ce genre de manipulation de l'information, et que tout de suite après... À quel niveau placez-vous la manipulation? La manipulation provient du fait que tu dis une chose qui n'est pas complète, tu reviens sur cette chose qui n'est toujours pas complète, et puis tu te chutes par un article pseudo-politique. Le dernier article du Monde fait une sorte d'analyse de l'état des lieux. Tout le monde sait que cet état de lieu n'est ni nouveau, ni particulier. Qu'est-ce qui pousse donc le Monde à agir de la sorte? Pourquoi on s'intéresse au Monde? Parce que le Monde est la cheville ouvrière d'une politique et qu'il est le porte-voix de quelque chose. Ce quelque chose est symptomatique des relations du Cameroun avec la France ou du statut du chef de l'État camerounais avec une partie de la classe politique française. Donc ce n'est pas par hasard. C'est pour ça qu'on ne l'a pas minimisé et on n'en fait pas une querelle professionnelle, mais plutôt un débat politique sur que veut la France au Cameroun. C'est autant de questions que beaucoup de gens se posent. Et quels sont les agents ou les relais que prend la France pour ça? Et les journalistes ont intérêt à être vigilants, parce qu'ailleurs, les autres journalistes seraient aussi vigilants. Deuxièmement, l'argument qui consiste à dire « Ah, puisque vous ne communiquez pas, c'est normal qu'on vous traite comme ça ». Je m'étonne qu'un républicain démocrate comme Elimbi trouve qu'il est normal de faire des fautes sur la faute. Parce que c'est ça le fond. C'est pas parce qu'on fait une faute que ceux qui passent leur temps à nous donner des leçons doivent aussi faire une double faute pire que la nôtre. Parce qu'alors nous tous nous serons zéro macabo. Ils pourront nous montrer l'exemple, montrer comment on gère cette information, c'est qu'ils ne font pas. Et Limbi dit, et c'est normal parce que c'est le SDF qui parle, ce n'est plus l'homme, l'intellectuel, dit « Ah, comme ils gouvernent mal, pourquoi voulez-vous que les autres aient pitié de nous ?» On ne demande pas qu'ils aient pitié de nous. On demande que dans les relations d'État à État, dans les relations diplomatiques, les choses soient faites comme eux prétendent qu'elles doivent se faire. Le dernier argument que moi je conteste de ce que Elimbi a dit, c'est toujours cette espèce de prolifération à dire « Ah, les autres s'expliquent parce qu'ils ne sont pas légitimes ». Quand Elimbi Lombe passe son temps à la télévision pour expliquer la politique du SDF, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas légitime? Non. C'est qu'en tant qu'homme politique, il estime qu'il a le droit de s'exprimer. Alors quand pour des raisons de critique, de positionnement, on fait, si vous voulez, une espèce d'amalgame, je ne trouve pas ça juste. Je ne trouve pas ça juste parce que l'idée que les gens vont avoir, c'est quoi? C'est tout un amalgame. C'est-à-dire qu'on a le droit de tout faire, de tout dire, de traîner les gens, quels qu'ils soient, dans la boue, de n'importe quelle façon, et tout un pays, parce que le pays a fauté. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. De toute
C'est-à-dire que je ne peux pas accepter qu'on légitime tout ce qu'on peut cracher sur le Cameroun au nom du seul fait qu'on combat ce régime. On doit le combattre, mais avec intelligence et pas de façon un peu populiste, quoi. Alors, Abel Elimilobé évoquait tout à l'heure la communication qui serait peut-être un des problèmes ou une des conséquences de ce qui se passe, mais la presse aurait peut-être pu s'interroger sur la communication finalement du président de la République. Pourquoi jusqu'ici il n'y a pas eu de sortie, hormis celle du ministre de la Communication qui à son tour a invité les journalistes à un peu plus de prudence? Comment il est possible, selon vous, Luné Bengan, de comprendre comment cette information a été gérée au niveau des autorités de Yaoundé? Non, la presse a critiqué la sortie de notre ministère de tutelle, il faut l'appeler ainsi, de Issa Tiroma Bakari, la manière dont il a communiqué, dont il a traité cette information-là. C'est-à-dire, comme lui, le président, c'est peut-être Jésus et Mahomet qui se sont entendus au ciel pour nous l'envoyer. Non, c'est pas de cette manière. La presse, c'est vrai, nous ne lui donnons pas les lignes de conduite, un cadre, un canevas ou bien une feuille de route, mais nous savons qui est le journal Le Monde. C'est bien la voix du Quai d'Orsay. Lorsque, dans cet article, on parle du président de la République qui aurait refusé une intervention chirurgicale, de son épouse qui avait été opérée il y a temps, mais surtout, on ajoute, même article, que leur fille ne fréquente plus en Suisse, mais elle les fréquente maintenant aux États-Unis. Quel est le lien? C'est là où on se serait attendu que le ministère de la Communication nous dise clairement la manipulation, parce qu'il a l'habitude de nous critiquer ici localement lorsque je ne sais pas, une erreur d'appréciation d'un journal ou bien d'un commentaire sur quelque chose qui se passe au pays. Il ne le fait-il pas quand il s'agit du journal Le Monde, alors que tout le monde voit la manipulation du journal, voit où est-ce que ce journal voudrait amener le pays. Donc vous voudrez mettre le Cameroun à feu et à sang. Dites-nous un peu, que représente la scolarisation des enfants du président dans cet article qui traite de la santé de leurs parents? Non. Là, la première chose. La deuxième chose qu'on aurait à reprocher effectivement au couple présidentiel, au cabinet civil et au gouvernement, c'est précisément de se référer à ce qui se passe chez leur maître, permettez l'expression, en France. Lorsque François Mitterrand a révélé lui-même qu'il était atteint d'un cancer de prostate, qu'est-ce qui s'est passé? Même le Front National en France a compati. Tout le monde est resté calme, tout le monde a apporté son soutien au président. Est-ce que pour vous, le bulletin de santé ou bien le carnet de santé du président de la République ne devrait pas ne devrait plus être un sujet tabou? Puisqu'en fait, à part Le Monde, on a eu des journaux comme Le Point, comme L'Express, comme Nouvel Observateur qui titrait à la une à plusieurs reprises « Ces malades qui gouvernent le monde ». On y mettait les Boris Yeltsin à l'époque, les François Mitterrand, les rois du Maroc, Hassan II, ainsi de suite. Et c'était de manière récurrente. Donc, pour l'opinion, et quand on parle même du XXIe siècle, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne devraient plus être véritablement des secrets. Parce que je pense même que même le président du MRC avait proposé d'ailleurs que pour ceux qui s'investissent, ceux qui voudraient les suffrages des Camerounais pour être élus président de la République devraient présenter les bulletins de santé. Donc, voilà les débats qui ne devraient plus, pour nous aujourd'hui, être cachés. Il faudrait que le cabinet civil nous dise clairement. Peut-être que le peuple camerounais compatirait, comme ça a été le cas à une fausse annonce en 2004, quand on a dit que Paul Biya est mort. Après, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et tout le monde l'a soutenu. Alors, Faustin Djikam, tout à l'heure, vous indiquez que les journalistes qui ont repris à leur compte les informations publiées par le journal Le Monde ont mal fait. Comment comprenez-vous donc aussi les réactions à la fois du ministre de la Communication, du vice-président du CNC, qui ont plutôt invité les journalistes camerounais à ne pas reprendre les informations publiées à l'étranger? Est-ce que la presse ne s'était pas suffisamment mise d'accord sur le fait que le journal Le Monde a commis des fautes professionnelles et qu'il fallait plutôt critiquer? C'était finalement une critique pour la critique? Non, mais entendons-nous bien. Vous voyez, le président de la République du Cameroun vit au Cameroun.
les journalistes camerounais sont au Cameroun et connaissent mieux que les journalistes étrangers comment est-ce qu'il fonctionne, quel est son agenda. Vous voyez? Alors, vous ne pouvez pas avoir vécu vous-même ici, au Cameroun, les faits qui sont d'ailleurs sacrés, c'est-à-dire le départ du président de la République un 1er mars, qu'un confrère occidental vous fasse croire qu'il est parti plutôt un 2 mars, que vous le relayez pour dire que c'est parce que c'était un confrère. Non, moi je voudrais que nous soyons sérieux dans nos approches, que nous soyons sérieux dans le traitement, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est tout. Nous ne disons pas que le journal Le Monde n'a pas le droit de dire ci ou ça, mais il y a quand même des règles classiques élémentaires pour publier un article de presse. Vous voyez? Et je voudrais... ce n'est certainement pas le seul article pris par les journalistes camerounais. Il y a eu ces affaires avec Jeune Afrique, Le Péril Jeune, Guérandi Barra... Voilà, c'est pas la première fois que des journaux occidentaux fassent ce genre d'articles sur Alors, le Cameroun. qu'est-ce qui choque cette fois? C'est pas parce qu'il s'agit de la santé du président de la République? Non, pas tant que ça. La santé du chef de l'État, comme notre santé à nous tous, ne peut pas se cacher indéfiniment. Vous voyez? Et c'est tout à fait normal que de temps en temps qu'on soit malade. Mais quand on le dit maintenant, en ce qui concerne Paul Biya, président de la République, commandant en chef de l'armée qui est en guerre, vous voyez, ça peut créer une psychose dans la tête des Camerounais et même au niveau de nos forces de défense. Parce que là où ils sont au front, qu'ils apprennent que leur commandant en chef est désormais grabataire, incapable de ne plus rien faire, ça peut créer quelque chose. Voilà un exemple que je vous donne pour vous dire qu'une information peut être amenée à détruire un pays. Et ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, il peut être malade, c'est vrai, c'est normal qu'il soit malade, comme tout le monde, mais le dire alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi une bonne information. Et puis, je préfère qu'on ne fasse pas trop d'amalgame. Le journal Le Monde est un journal français, c'est vrai, c'est un journal privé. On ne peut pas confondre les écrits, les informations publiées par un journal français privé à la position officielle du Quai d'Orsay. Non, je peux le soutenir. Non, je trouve que c'est malsain. Je fais partie de ce milieu. Oui, c'est vrai. Je sais. Voilà, j'assume mes propos. Oui, c'est pas vous le modérateur. Non, vous allez revenir. Je sais bien parce que nous connaissons tous la position officielle, je dis bien officielle, de la France sur le Cameroun aujourd'hui en ce qui concerne soit la guerre contre Boko Haram et en ce qui concerne même le chef de l'État camerounais. Juste pour rassurer, il me semble que la position officielle, c'est que la France soutient le Cameroun. Voilà, c'est ça la position officielle. Et donc, on pourrait très mal voir ces affaires au travers d'un article paru dans un journal français, parce que ce que les gens ne comprennent pas, en France, la presse est polysémique. Vous voyez, la presse a bien des tendances bien connues. Voilà, a des tendances bien connues. Et il y a une certaine presse en France dans laquelle justement le monde est en train de s'engouffrer ces derniers jours, n'est-ce pas, qui passent leur temps à faire du business sur le continent africain. Et c'est un message que je voudrais lancer comme ça à nos chefs d'État, ceux qui les reçoivent, qui leur donnent notre argent chaque fois pour polir leur image. Voilà ce qu'ils peuvent leur faire lorsqu'ils ont fermé les robinets. Non, je suis surpris que les gens veuillent que c'est la presse d'un autre pays qui fasse le bon journalisme sur notre pays. C'est ce que je disais. Je suis surpris par cette espèce d'acrobatie intellectuelle pour expliquer que si la presse fait ceci, c'est parce que cette thèse du complot permanent, elle est relative au régime totalitaire. C'est les régimes totalitaires qui voient les complots partout. C'est à Cuba, au Zimbabwe, etc. On voit les complots partout. Mais si complot devrait y avoir, à qui la faute? Vous vous plaignez aujourd'hui que la France veut enlever Paul Biya. Qui a mis Paul Biya là? C'est la France. Il ne faut pas faire de confusion. Donc vous croyez que si la France veut enlever la personne qu'elle a mise, ça doit être un problème particulier pour le Cameroun? Elle enlève son client qu'elle a mis là. En 92, on nous a pas en 82, personne ne nous a consulté ici pour mettre Paul Biya là.
Et pendant les villes mortes ici, quand il fallait l'enlever, c'est cette phrase qu'on Non, vous ne pouvez pas dire qu'on ne nous a pas consulté. C'était constitutionnel. C'était une disposition constitutionnelle. C'était une disposition constitutionnelle. Donc, il pouvait aller aux élections. Oui, mais bien sûr, il pouvait, mais la Constitution prévoyait quoi? Et qui fait la Constitution? C'est pas l'objet du débat. Voilà. En réalité, c'est que nous on va redébattre là-dessus, hors d'ici. Nous n'étions pas consultés. Que ce soit légal, c'est une chose. Une autre est que ce soit légitime. Voilà. Tout à fait. Donc, je suis en train de simplement de dire que la France, plusieurs fois sur le plan politique, elle s'est immixée dans les affaires politiques du Cameroun en faveur de ce régime. Et à ce moment, on n'a pas parlé du complot. Même l'opposition était interdite d'évoquer le complot de la France contre le peuple camerounais. Donc pourquoi aujourd'hui on fait comme si c'est un drame? Parce que ce que j'entends dire, et ce que j'entends les officiels camerounais reprocher à la presse camerounaise, c'est que c'est un complot et que ceux qui relaient ça sont en train de soutenir ce complot. Et je dis, si vous ne dites pas vous-même qui avez votre président, vous mystifiez la vie du président. Si vous déconnectez le président du peuple, voilà ce qui arrive comme conséquence. Que je sois d'accord, que je considère que c'est bon ou pas bon, peu importe. Vraiment, je n'ai pas donné un avis. Contrairement à ce que Mme Kala peut croire. Je ne dis pas que c'est bon. Je dis que c'est une conséquence. Parce que si, au moment où le président allait en Suisse, les communicateurs officiels avaient dit au peuple camerounais où il va, pourquoi il y va, s'il est malade, eh bien, le monde n'aurait rien à dire. Et le peuple camerounais saurait que si le monde a dit autre chose que ce que la presse camerounaise a dit, eh bien, tout le monde saurait qu'ils ont écrit un article qui n'est pas juste et vraiment ce serait passé de perte à profit. On se serait actuellement complètement moqué de cette affaire. Mais ça prend cette dimension-là parce que ça devient quelque chose qui est une révélation. C'est pourquoi ça devient un scoop. Alors, que les journalistes maintenant analysent le scoop, comment il a été fait. Ça, je dis, c'est une querelle de professionnels. Vous croyez que l'important, quand on a fait sortir une image où on le montre en train de s'incliner, et encore que dans cette affaire du monde, il me semble qu'on incrimine certains Camerounais d'être plutôt les auteurs de cet article-là dans le monde. Oui, parce qu'il y a, justement, parce qu'il y a un journaliste camerounais du journal, de ce site, du journal Le Monde Afrique, qui a travaillé avec nous ici, qui s'appelle Raoul Mbok. Voilà. Donc c'est cela que je crois en fait. Allez-y, chuter. Je termine pour dire tout simplement que non seulement on accuse donc la presse camerounaise elle-même, ou le journalisme camerounais lui-même de s'être impliqué dans ce type de manipulation, mais je constate aussi que on fait comme si c'est la France qui va déclencher une guerre ici, au Cameroun. Et on essaie de prévenir cette guerre. Mais les Camerounais demandent depuis des années que le chef de l'État quitte cette fonction-là. Alors, ne serait-ce que pour l'avoir exercé trop longtemps. Alors, justement, pour vous sortir de cette question, Suzanne Colbert, on va sortir dans un moment. Au moment où vous allez prendre la parole pour qu'on sorte du sujet, il n'y a que Le Monde, après cet article autour de la santé du président, refait un autre article où il indique, notamment, où il parle à la fois de la marche patriotique du 28 février, de la loi antiterroriste du président Paul Biya, très peu présent, qui organise très peu des conseils de cabinet, qui a 82 ans, dont les ministres ont la particularité d'être septuagénaires. Bref, un ensemble de choses peut-être déjà connues. Alors, vous diriez que c'est un acharnement sur le... Non, je voudrais revenir sur deux choses qui me semblent importantes. Et je répète à Elimbi qu'il fasse attention. Ce n'est pas parce qu'il est opposant qu'il doit oublier des enjeux fondamentaux. Nous sommes dans un monde qui est régi par un ensemble de rapports de force. La géopolitique existe. Et dans la géopolitique, il y a plusieurs outils. Et les journaux, contrairement à ce que l'on peut croire, sont des outils de diffusion d'un certain nombre d'idées. Et les journaux, s'il vous plaît, et les journaux occidentaux et le monde a un rôle stratégique. Pourquoi il a un rôle stratégique? Justement parce qu'il est crédité de sa bonne foi, de son indépendance, donc il peut se permettre, parce qu'il l'a toujours fait.
Prenons la procédure de production de ces informations sur la santé de Paul Biya qui finissent par un article Prodomo que l'on connaît sur l'impasse politique au Cameroun. Donc c'est comme ça que le monde procède. Ce qui est important, c'est pas ce qu'ils disent, c'est au moment où ils le font et pourquoi ils le font. La faiblesse de notre côté, c'est justement le dispositif communicationnel du Cameroun qui manque d'intelligence et de pertinence. Pour autant, on ne peut pas reprocher aux gens de prendre la parole publiquement. Mais je voudrais revenir sur la question de l'information sur la santé. On prend les choses un peu superficiellement. Moi, quand je suis arrivé au Cameroun il y a 23 ans, j'étais très étonné de la manière dont les gens gèrent les informations sur la maladie. J'étais très étonné, justement, ayant vécu dans une civilisation où même que tu as le moindre bobo, tu dis. Même tu as le sida, tu dis. Même si tu as la syphilis, tu dis, etc. Et je me suis rendu compte que culturellement, il y a une espèce de pesanteur, de mal à parler de la santé et des maladies compliquées. Comme si les gens pensaient que parler de la santé appelait la mort. Il y a une sorte de superstition, c'est une dimension anthropologique par laquelle moi j'explique certains silences. Je ne les justifie pas. Alors si on ne contrôle pas les raisons de nos silences et qu'on les réduit simplement à mauvaise gouvernance, etc., la production d'une nouvelle communication est difficile. Dans le cas d'espèce, je pense qu'il y a deux niveaux. Et M. Limbi Lombe, quoi que vous disiez, la façon dont le monde travaille est trop méthodique. Ce n'est pas une question de complot. Ce n'est pas une question de croire qu'il y a. Quand vous regardez la presse française, comment elle fonctionne aujourd'hui, elle est étroitement surveillée à cause de la guerre antiterroriste. On voit que les journalistes sont régulièrement passent des auditions, les articles sont passés au crible, systématiquement, parce qu'on a peur qu'une petite information en génère une autre. Donc je crois qu'on est dans un monde qui n'est pas si simple que ça. Et que l'on ne va pas réduire tout le temps notre discours à dire « Oh, c'est simplement les dictateurs qui ont peur du complot ». La France a peur, elle aussi. Attendez, excusez-moi. La France a peur, elle aussi, à cause de l'islamisme, à cause du terrorisme. Oui. Les États-Unis aussi. Oui. Le contrôle de l'information par un État est absolument indispensable. C'est pour cela que Limbi Lombe, quand vous parlez... Vous m'avez interrompu plusieurs fois. Non, je ne vous ai pas du tout interrompu. Je ne vous ai pas interrompu pendant que vous parliez. Je vous ai cité pendant que je parle et ça n'est pas un problème. Non, la source nationale maintenant doit contrôler son information. Alors pour chuter mais le même problème va se poser au SDF si le SDF ne tire pas toutes les leçons de la mauvaise gestion de Paul Biya. Qu'est-ce que vous en savez? Mais j'en sais pas vous dire que le problème. Le SDF aspire justement... Vous êtes à la communication et je vois comment vous communiquez. Vous êtes à la communication et je vois comment vous communiquez. Vous n'avez pas la parole. Je vous propose d'évoquer un autre sujet d'actualité. Si vous le permettez bien, Suzanne Kalalobe. Très bien. Est-ce qu'on peut y aller, monsieur? Très bien. Alors, je vous propose d'évoquer cet autre sujet de l'actualité qui va faire moins rire certains. Ce sont les obsèques de François Soning, maire de Douala 5e, de cette commune d'arrondissement. Eh bien, la presse s'y est intéressée. Comment a-t-elle abordé cette dernière phase des obsèques selon vous, Louis Bengan? Non, comme on disait tout à l'heure, la maladie de ceux qui nous gouvernent, avec compassion. Je pense que la presse, c'est une dame, une grande militante de l'ADPC qui est partie, une femme populaire. Je pense que la presse a relayé suffisamment qui était Madame Foning au sein du cercle. Mais ce que la presse ça a également relevé, c'est que, premièrement, c'était une femme qui peut être considérée, l'expression est de moi à ce moment-là, comme une intégriste du système Biya. C'est-à-dire que Madame Foning pouvait mourir parce qu'elle veut soutenir Biya et son régime. C'était une vraie intégriste. L'autre chose que la presse a relevée également, c'était sa succession. Peut-être on reviendra tout à l'heure. Apparemment, le conseiller municipal, je ne sais pas s'il est conseiller, il est conseiller municipal là-bas. Voilà. La presse a relevé que Madame Foning, au-delà des applaudissements, ce n'était pas la femme d'affaires qu'on savait. Elle a laissé une mairie exsangue. Elle a exacerbé le tribalisme là-bas, qui risque d'ailleurs de donner des conséquences fâcheuses sur sa succession. Mais au-delà, on a vu, elle a bénéficié des obsèques nationales. Nous pensons que... Des obsèques officielles, pardon.
Elle a bénéficié des obsèques officielles. Pour son camarade président national du RDPC, c'était tout à fait normal. Mais la presse aussi a pensé que c'était normal, mais en critiquant le chef de l'État de ne pas participer à ces obsèques. Alors, Faustin Djikam, c'est-à-dire que la presse a, elle aussi, rendu hommage à Françoise Foning, un peu comme les hommes politiques. Bien sûr, à sa manière. Donc, il y en a qui lui ont rendu des hommages à la façon dont nous savons. Au Cameroun, a dit qu'elle était belle, grande et forte. Il y en a qui se sont quand même ravisés à dire que oui, elle était ceci, mais quand même, elle a eu à faire ceci ou cela. Non, je pense que nous devons tous nous incliner devant la mort. Madame Foning était une immense femme, au propre comme au figuré, mais cela ne l'exclut pas du droit d'inventaire auquel est astreint toute personne, tout Camerounais, qui à un moment donné a eu à avoir en charge la gestion des affaires publiques. Bon, maintenant, son passé, l'ombre de son passé peut-être va rester au milieu de nous pendant un certain temps. Elle a joué sa partition, c'est la vie, elle s'en est allée, le Cameroun est debout et continue. Alors, Suzanne Kalalobe, il y a quand même une polémique qui est née, il y en a qui s'interrogeaient. Pourquoi des obsèques officielles pour Françoise Foning? Oui, vous auriez des réponses? Je suis Paul Biya, ou bien son porte-parole. On ne sait jamais. Vous avez tout à l'heure. Donc, carrément. On parler de la communication. Donc, carrément, vous m'avez nommé. Merci, Sandrine. Non, je pense qu'il y a des polémiques. On n'est pas très loin de la rassurance. Ah bon, hein? Ça alors, je suis conseiller technique à la présidence. Merci. Une nouvelle nomination. Non, mais il y a... c'est une polémique qui, à mon sens, n'a pas de sens. Nationale, officielle. Paul Biya, c'est son parti, c'est sa camarade de parti. Le RDPC pense que cette femme a joué un rôle extraordinaire, et Paul Biya aussi. Bref, bon, il la récompense, entre guillemets. Moi, j'étais pas dans ce débat. J'étais simplement dans les échos que j'entendais, et la façon dont ces échos, à mon avis, frisaient de l'indécence. Parce que Foning Françoise a beau être ce qu'elle était, de son vivant, ceux qui devaient la critiquer l'ont critiqué. Après sa mort, la déchirer, comme j'ai entendu certains la déchirer, ça devient choquant. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là, elle n'est plus là pour se défendre, et puis parce qu'on ne piétine pas un cadavre. Ça, c'est ma position. C'est-à-dire que je ne suis pas... c'est une dame dont j'ai connu les travers, dont je connais les travers. Au moment où elle était vivante, je lui disais ce que je pense, mais je trouve que bon, elle a eu des obsèques officielles. Peut-être que c'est un... Comment dirais-je? Je ne sais pas, c'est peut-être un signal que l'on envoie aux militants du RDPC, je ne sais pas. Quand lui, Noé Bengam, dit que c'était une militante intégriste, le terme, je le trouve un peu fort. Mais si c'était une militante totale, je pense que c'est une leçon que beaucoup de gens en politique doivent prendre. C'est-à-dire que quand on s'engage en politique, il faut qu'on soit engagé, qu'on défende ce pour quoi on est engagé. Je pense que c'était une femme de conviction. Elle croyait que ce type-là, RDPC et puis Paul Biya, c'était la solution pour le Cameroun. Elle y croyait, bon, et elle a utilisé tous les moyens pour y croire. Est-ce qu'elle méritait pour autant des obsèques officielles? J'aurais été chef d'État, je ne sais pas comment j'aurais tranché. Mais si j'étais chef d'État et que je vois des militants qui travaillent et dans un contexte où il y a une déliquescence de la conviction, de l'éthique, pas de l'éthique malheureusement du point de vue des affaires, mais de l'éthique militante, bon, je ne sais pas, peut-être que je le ferai. Ce qui m'a dérangé, c'est toutes les conséquences pratiques de cette célébration, parce que Douala était un capharnaüm, c'était un calvaire. Bon, mais ça, c'est le classique dans un pays pauvre très endetté où on embête les citadins à chaque fois que le chef de l'État ou une cérémonie officielle a lieu. Bon, j'ai crié, j'ai marché, j'étais pas d'accord parce que je ne pouvais pas partir de chez moi pour arriver à temps. J'étais en retard tout le temps et l'employeur ne l'a pas compris. Donc si c'est ça les obsèques officielles, bon, si on peut nous en organiser moins, en attendant qu'on ait plus de route, moi, je ne serais pas contre, quoi. Alors, des obsèques officielles pour le maire de votre commune d'arrondissement, Abel Elimbilobin, c'était compréhensible pour vous? D'abord, il faut dire qu'en tant que maire, lorsque la commune organise des obsèques à son maire, c'est forcément officiel. Parce que la commune est un organe d'État. Est une structure officielle. C'est une structure officielle. Donc, si la commune organise ses obsèques, c'est officiel. C'est pas privé, c'est officiel. Et ça doit avoir une dimension en rapport avec l'exactitude de la personnalité du décédé. Comment?
je pense que la presse a fait son travail. Elle a montré les événements que les gens ont produits. Les gens ont produit des événements grandioses. Et la presse l'a montré. Elle n'aurait d'ailleurs pas fait qu'une autre presse qu'on dit être celle qui est la bonne, etc., aurait tiré sur tout le monde. Donc, la presse privée notamment, vous et les autres médias, vous avez fait votre boulot. Les gens organisent des grands cortèges, vous montrez. Maintenant, le débat que les gens veulent faire sur le droit d'inventaire, et le moment où on doit faire ce débat, ce droit d'inventaire, c'est ce débat-là qui, moi, m'intéresse. Un homme politique doit recevoir le traitement qui correspond à ses œuvres. Et le débat naît justement de la disproportion entre le traitement que la personne a reçu et la réalité de sa vie politique publique. Parce que quand Ndikam évoque le RDPC, mais c'est une organisation privée. Même si elle a fait office de... Donc on considère le RDPC comme le parti État? Non, je ne suis pas dans ce débat. J'y arriverai d'ailleurs, parce que c'est ça l'objectif de mon propos. Ça reste une organisation privée, même si elle a une mission de service public, puisque les partis politiques, on peut considérer d'une certaine façon qu'ils font une certaine mission de service public. Mais c'est des organisations privées. Que le RDPC décide de donner n'importe quel type d'obsèque à son militant, c'est son affaire. Mais lorsqu'on mélange ça à l'État, à ce moment-là, tous ceux qui sont constitutifs de l'État sont pris dans l'affaire. Et ils émettent donc leur réaction. Il faut donc que ceux qui ont créé cet amalgame acceptent de faire face aux différentes réactions. Parce que vous avez Amadou Ahidjo, qui a gouverné ce pays, qui l'a construit, qui n'a pas encore eu les obsèques officielles jusqu'à maintenant. Ça n'a ému aucun de tous ceux qui ont organisé tout ce tapage, qui ont dépensé des centaines de millions. La commune qui a voté 20 millions de francs pour enterrer son maire. Mais vous faites partie de cette commune, même dans le conseil municipal, tout de même. Je vous dis que la commune a voté. 20 millions. Même si ma voix était contre, qu'est-ce que ça fait? Elle a voté 20 millions. Elle a voté. Et donc vous en êtes également le répondant. Je dis, Donc vous avez donné 20 millions. je dis la commune, le conseil municipal a été amené à voter un financement de 20 millions. Qui couvrait qui quoi? devait être allé là Pour les obsèques. qui devait couvrir les déplacements des conseillers Des qui membres. vont au... Donc la mairie seule a débloqué 20 millions. Etc. Pour les obsèques. La mairie a débloqué 20 millions. C'est ce que j'ai dit, je suis conseiller municipal là. J'étais pas au comité d'organisation. Donc, moi, je dis, si Roger Mila meurt maintenant, Et qu'on ne fait pas d'obsèques. on ne va pas attendre le tapage. Le peuple lui-même va se saisir de cette affaire en raison de ce que le peuple se reconnaît Tu es sûr? de Roger Mila. En êtes-vous sûr? On a vu Ateba Yene qui est décédé ici, militant du RDPC, à qui le RDPC n'a rien donné du tout. Et que le peuple... Est-ce que vous avez a la dit- preuve de vos allégations? Oui, absolument. Est-ce que pour vous donner à Charles Je Ateba dis, Yene je était parle de donner d'organisateur en termes d'obsèques d'obsèques. officielles? On lui a Très donné bien. rien d'officiel. À peine s'ils étaient représentés d'ailleurs. Bon. Mais le peuple, lui, s'est saisi de cette affaire. Quel peuple? J'ai vu dans les rues de Yaoundé, à travers vos reportages, etc., une mobilisation des gens qui n'étaient pas des militants, qui étaient tout simplement des gens qui se reconnaissaient en cet individu. Ici, j'ai vu l'effort d'un gouvernement qui veut enterrer un militant de parti politique et un maire qu'on présente sous un certain prisme. Et en même temps, on essaye d'instrumentaliser la presse pour qu'elle ne présente pas l'autre face du prisme. Quelle face? L'opinion a deux faces. Quand vous décidez de faire des éloges, sachez que vous aurez aussi la critique. Parce que vous ne pouvez pas vouloir que ceux qui disent à raison que voilà 12 ans que ce personnage est à la tête d'une commune. Et comme disait Noé, elle ne laisse pas simplement une commune exemple. Parce que bon, vraiment, on peut dire que l'année prochaine, on va se débrouiller à trouver un peu d'argent dans les collectes d'impôts, etc. On va faire son procès. Mais elle laisse une commune, je crois que c'est la seule commune au Cameroun qui n'a aucun patrimoine en termes de véhicules et d'argent. Ça alors. Il y en avait 15,
j'ai la liste ici, qu'elle a donnée elle-même au conseil municipal le 31 décembre 2014. Elle nous a remis, elle est ici. 15 engins et véhicules qu'elle a cités, tous à l'état d'épave, dont certains introuvables. C'est cette personne-là, c'est à cette personne-là que vous êtes en train de faire des éloges. Il y a quand même un problème moral. Très bien. Au moment où elle décède, il y a au tribunal criminel spécial, et j'ai une lettre de convocation d'un témoin pour prendre part à l'affaire ministère public contre Françoise Foning, maire de Douala, c'est pour détournement de deniers publics. Très bien. Et donc je chute. Oui, Je chute. Quand le ministère public poursuit, c'est quand même l'État du Cameroun, grosso modo, qui est en train de poursuivre. Ou c'est lui qui fait une enquête. Donc, il y a une suspicion. Il y a une suspicion de détournement. On ne va pas quand même au tribunal si on n'est pas soupçonné de quoi que ce soit. Très bien. Bon, il y a donc cette suspicion, et c'est cet État-là, avec tous ces hauts fonctionnaires, tout ce monde qui s'engage à offrir à la personne qu'on poursuivait, ou qu'on voulait poursuivre, ou qu'on était en instance en voie de poursuivre. C'est à cette personne-là qu'on organise des obsèques tapageuses. Alors, je dis, il faut faire, et je dis, on doit tirer la conséquence de ce genre de comportement qui vient du fait qu'il y a un mélange contre nature entre un parti et un État. Alors, très bien. Vous voyez le paradoxe tout aussi, Faustin Djikam? On peut y voir un paradoxe, mais je pense que nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire un autre procès d'une personne qui n'est plus là. Non, ce n'est pas ce procès, c'est le procès de ceux qui ont organisé les obsèques. On a organisé les obsèques, son parti a organisé ses obsèques. Il se trouve qu'en même temps, le président de son parti est chef de l'État. Alors, je ne sais pas comment est-ce que M. Limbi pense qu'on pouvait dissocier les deux aussi facilement. Il se trouve que cette dame, non seulement a été députée, a été maire au moment où elle mourait. Lui-même, il a dit que c'est une fonction officielle, c'est officiel. Il donc se trouve qu'elle était femme d'affaires. Bon, maintenant, elle est morte. J'ai parlé du droit d'inventaire tout à l'heure. Ça, on ne peut pas, elle ne pourra pas se débiner bien qu'étant morte d'un droit d'inventaire. Ça, c'est clair. Qu'on reviendra sur l'œuvre de Mme Foning, pas comme militante du RDPC, mais comme maire ou, je ne sais pas, femme d'affaires et autres. Donc, je pense qu'à ce moment-là, elle est déjà morte. Nous devons d'abord nous incliner sur sa mémoire et attendre le moment venu pour faire cet inventaire sur son œuvre et non comme militante d'un parti politique. Oui, le moment est venu pour faire l'inventaire de son œuvre. On n'attendra pas un décret présidentiel pour cela. Oui. Premièrement. Deuxièmement, le maire de Kekem, qui était un grand homme d'affaires, qui a d'ailleurs une entreprise qui couvre 52% du gaz au Cameroun. Il n'a pas eu droit à des obsèques officielles. Il n'en a pas eu droit, M. Sielenou. Donc, là, avec Atophile, maire de Yaoundé, quatrième, est décédé, qui a porté le football camerounais, qui a ramené la première Coupe d'Afrique ici, etc. Est mort, il n'a Paul Biya sait pourquoi. Paul Biya sait pourquoi il a donné des obsèques officielles à sa camarade, mais moi je continue à dire, peut-être parce qu'elle était une intégriste du RDPC. Deuxièmement, je termine par là, l'inventaire devrait être fait à partir du moment, bien avant même qu'on l'enterre. Les institutions de la République doivent continuer à fonctionner. C'est-à-dire, cela n'enlève en rien le respect qu'on a pour les morts. Même Bombok de mon État, je tombe là maintenant, le peuple Bassa et surtout de Pouma va commencer à dire, mais Bombok, bien avant même qu'on l'enterre, quel héritage a-t-il laissé? Comment a-t-il organisé culturellement son aire géographique? Que je sois enterré ou pas? Ces questions doivent commencer parce que les institutions doivent continuer à fonctionner. Nous disons donc que la mairie doit la 5e, que les Françoise Foning doit, l'inventaire a commencé parce que d'abord sa succession. L'inventaire a même commencé avant. D'abord sa succession. Puisqu'elle était déjà devant le TCS. Nous disons que cette dame, on ne sait pas comment. D'abord, nous l'avons relevé ici en indexant les autorités administratives du littoral. En disant que pourquoi ces autorités administratives se sont pliées
au desiderata de Fonning qui n'a pas voulu respecter la loi électorale dans l'article 60 de la loi électorale notamment, pour que la configuration de l'exécutif communal de Douala 5e obéisse à la configuration de la mairie. C'est Mme Fonning qui l'a fait et les autorités administratives se sont pliées. Donc aujourd'hui, on va voir ce problème-là. Deuxièmement, dans la succession, les gens se sont battus aussi. Et là, la presse l'a relevé. Je pense 2 journaux ont parlé du problème du tribalisme bamileke qu'il y a là-dedans. Ils l'ont relevé et c'est très grave. Parce que c'est d'ailleurs aussi grave que ça coïncide aujourd'hui avec ce que vous appelez l'équilibre régional qui s'est passé à l'IRIC dernièrement. Donc, et là, voilà les problèmes auxquels le président Biya, qui dit dans la Constitution que nous contestons, que protéger les minorités d'une part, ainsi de suite, un certain nombre de choses. Et donc, il laisse ses militants du parti piétiner exorablement et sans même, comment je vais dire ça, sans le moindre rappel à l'ordre, un certain nombre de choses. Donc voilà, cet héritage-là doit être, cet inventaire-là doit commencer à être fait. Ça n'enlève en rien qu'on dise à Mme Fonning, père à ton âme. Oui, il y a des discours, c'est vrai qu'au quartier, ça passe bien. Quand on entend Louis Noé, quand on entend Elimbi, qui se font les procureurs sans aucune pudeur de quelque chose, c'est vrai que ça passe bien. Mais revenons un peu sur 2 points essentiels. Moi, je dis, Fonning est morte. RDPC considère que pour eux, c'est une morte importante et qu'elle avait une place dans le dispositif politique de leur parti. Ils font ce qu'ils veulent et nous, on critique comme on veut. C'est bien. Deuxièmement, Elimbi Lobé parle de l'inventaire, il faut faire, je suis d'accord. Il est conseiller municipal à Douala 5e. En tant que conseiller municipal, il a la responsabilité de mener jusqu'au bout le devoir d'inventaire. Mais la question c'est, est-ce que sur un plateau de télévision, une fois que cette personne est morte, on doit revenir et le déchirer? Je dis non. Qu'est-ce que vous appelez Vous permettez, je dis non. Il y a un minimum de pudeur à avoir. Je suis d'accord pour la transparence. Je suis d'accord pour l'exigence. Je suis d'accord pour la bonne gouvernance. Mais je suis surtout d'accord pour l'éthique. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un est mort, ça va. Quand Elimbi Lobé s'extasie, tout le monde sait que Fonning était un personnage plus que paradoxal. On sait ce qu'elle a fait comme mal. Mais on pose les actes de bien qu'elle a fait. C'est la tradition dans notre culture. C'est notre tradition. Je ne suis pas d'accord avec cette tradition. Mais j'ai finalement été convaincu qu'on n'avait pas le droit de faire le procès d'un mort. Mais les affidés de Fonning, les affidés du RDPC, oui, on doit leur faire leur procès. Mais est-ce que c'est décent sur un plateau de télévision? C'est ça ma question. Alors, finalement, ça pas s'il y a eu le procès de François Fonning sur ce plateau. Abel Elimbi Lobé, la presse est intéressante, notre pan, dont l'une Bengan a fait cas tout à l'heure. Ce sont les batailles de succession au lendemain de ce décès. Quelles sont pour vous ces batailles-là perceptibles dans votre commune? Non, les batailles de succession sont légitimes. Parce que d'abord, la succession, elle est organisée légalement. À condition qu'on respecte les choses. La loi prévoit que le premier adjoint qui vit, qui est là, qui est en exercice, assure l'intérim pendant 60 jours. C'est là où tu parles de succession. C'est à ce niveau qu'il y a le problème de succession. Il commence d'abord à citer la loi. Allons-y, Abel Elimbi Lobé. Sorry. Je vous aurais interrompu comme ça que vous aurez eu une attaque cardiaque. Merci. Bon, donc, les 60 jours vont bientôt être dépassés. Il y a toujours rien. Et les mêmes 60 jours sont dépassés depuis à Bangou. On n'a pas encore organisé l'élection du nouveau maire, etc. Donc on est dans un pays où on piétine les règles. Deuxièmement, la loi prévoit que les adjoints qui veulent succéder, qui veulent accéder à la fonction de maire, ont une préséance, une espèce de préemption par rapport aux autres conseillers municipaux. Bon. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que s'il y a élection, on va refuser qu'un conseiller municipal qui n'était pas adjoint soit éligible lorsqu'il y a des adjoints qui veulent être éligibles? Donc tout ça, c'est des choses, la loi n'est pas très claire là-dessus, mais bon, on va voir dans les cas pratiques. Les cas pratiques. Maintenant, le reste, c'est une question interne à chaque parti politique. On sait qu'il y a des batailles à l'intérieur du RDPC. On cite le sous-préfet
qui est à peine arrivé à Douala il y a, je ne sais pas, 5 ans, etc., qui veut déjà être maire. Bon, je ne sais pas s'il aurait pu envisager ça, monsieur Il est à la retraite, non? Monsieur Jean-Claude Tamanjo. Il avait d'ailleurs été investi contre la loi, contre les dispositions de la loi. Il n'avait pas encore fait les 6 mois. On s'est arrangé à écarter toutes les requêtes en annulation de sa candidature. Aujourd'hui, sans pudeur, c'est toi qui parles de pudeur. Sans pudeur, il veut être maire. J'entends parler de sa candidature. Moi, j'attends d'être au conseil pour voir les véritables candidats. Et je sais qu'il y a des valises qui marchent partout là, et à l'intérieur du comité central, chacun pour avoir son investiture. Je considère que c'est à peu près normal. Ce qui est important pour moi, c'est que cette commune s'est illustrée lors de la session de plein droit, à l'entrée en fonction des conseillers après l'élection du 30 septembre 2013, par le fait que on a refusé dans cette commune de faire respecter une disposition de l'article 60, ce qui est un acte grave, parce que qui veut que la répartition des postes d'adjoint au maire reflète autant que possible la configuration du conseil. Pas sociologique. Des partis, des partis représentés au conseil. Pour la petite histoire, voyant venir ces difficultés, j'ai rassemblé les partis politiques de l'opposition. On y reviendra certainement pas. Je termine juste simplement sur ça pour dire que, à la suite de notre revendication collective, le MINAT a pris sur lui de corriger cette faute qui avait déjà eu lieu en 2007, en instruisant tous les préfets de conduire les élections de telle sorte que les choses se passent conformément aux dispositions de la loi. Très bien. Il n'y a qu'à Douala 5 qu'on a refusé. J'estime qu'une ère s'est terminée. Une nouvelle ère, un nouveau jour s'ouvre, et que ce nouveau jour-là va beaucoup plus briller dans l'histoire par la correction de cette faute qui a stigmatisé cette commune parmi toutes les communes de la ville de Douala. C'est la seule où une bêtise de cette nature s'est faite avec la le complicité silence complice des autorités. Je pense que maintenant, on va corriger ça et que le SDF, qui a tous les droits à avoir un poste d'adjoint au maire, aura son poste d'adjoint au maire. Et je vous annonce que ça ne sera pas moi parce que je ne suis pas candidat. Très bien, alors c'est bien compris, on va sortir. Après tous ces efforts. Après tous ces efforts. Très bien, merci à vous, très cher. Je le dis ici, ce conseil municipal ne sera pas tranquille. Elimbi Lobé, oui, on sait pourquoi. Elimbi Lobé, président. Je suis au conseil municipal pour veiller aux intérêts du peuple camerounais. Non, lequel qui t'investit. Et singulièrement aux intérêts du peuple SDF. Donc, le SDF, n'attendez pas que je vous fasse des éloges. Très bien. Alors, on va sortir de cette émission. Je propose quand même à Faustin qui vient de Yaoundé de dire quand même un mot sur l'activité ou bien l'actualité au Parlement. Comme on le sait, Kavaïge Djibril a rempli au Perchoir pour la 23e fois. Nyadi Fendi pour la 3e fois. La presse assemblée a peut-être un peu du mal à relever. Est-ce que ça devient redondant pour elle d'en parler? Oui, bien sûr. Pas redondant, mais vous voyez vous-même que le même président de l'Assemblée, 23 ans après, le président du Sénat qui a aussi un certain âge, et où on ne voit pas, parce que nous sommes toujours dit dans la presse, que dans la presse dans son ensemble, en fait la presse privée, que l'Assemblée nationale chez nous ne doit pas être une simple caisse de résonance où on se retrouve pour inaugurer juste les chrysanthèmes. Moi, je pense que l'Assemblée nationale doit être le reflet du genre de débat que nous avons ici, vous voyez, et où on voit quand même des changements de temps. Donc, quand il y a ce genre de stabilité, qui frise un peu l'immobilisme, ça commence à... On aurait quand même pu voir quand même autre chose. Vous savez, il y a toute une génération de Camerounais qui n'ont connu que Kavaïge Djibril comme président de l'Assemblée nationale. Tout comme à l'époque, nous sommes restés pendant des années ici, on ne connaissait que Salomon. Oui, mais ça fait des années. Mais Paul Biya aussi, ça vient du haut. Beaucoup ne connaissent que Paul Biya comme président. Non, mais Faustin, ça fait des années que Limbi Lobé est conseiller de la communication. C'est pour cela que nous disons que le changement Je suis communicateur depuis 2012.
Et j'ai un mandat. Lui, Noé Benga, ça fait des années qu'il parle la même chose. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit l'Assemblée nationale, ça n'a pas bougé. Il est Mbambok. Le seul juge suprême, c'est le peuple. C'est le peuple qui décidera le moment venu de quelle orientation il faudra donner au Cameroun, c'est tout. Très bien. C'est-à-dire pas les élections. Et nous, on dénoncera toujours jusqu'à ce que les choses changent. Lui, Noé Benga est Mbambok aujourd'hui, et les Mbambok, c'est à vie. C'est ça, alors. Soyez un peu cohérents. C'était pour finir, puisque l'émission est presque terminée, je pense. Exactement. Voilà, c'était pour finir, pour dire que nous devons tous, qu'on soit de l'opposition ou de la société civile ou du parti au pouvoir, être vigilants. Le Cameroun est en guerre. Ouais. Cela appelle de notre part beaucoup de vigilance. Il faut dire ça à un certain nombre d'informations qui peuvent être relayées. Cette vigilance doit émaner d'abord de nous. C'est nous qui avons déclaré la guerre. Être vigilants. C'est nous qui avons déclaré la guerre à Boko Haram. Très bien. Le président de la République est un citoyen comme tous les autres, qui peut être malade, qui peut... Exactement. Qui peut se déplacer, qui peut aller en cours ses jours privés. Mais qui reste le chef de l'État. Et c'est lui qui dirige le gouvernement Cameroun jusqu'à ce que le peuple camerounais n'en décide autrement. On verra donc ce qui va se passer peut-être en 2018. Le peuple camerounais a décidé vite autrement. On verra. Il faut attendre Abel Limilobé en 2018. Et moi j'appelle le SDF à changer de conseil. Très bien, merci à vous très chers messieurs. Nos remerciements à vous Abel Limilobé. Merci également à vous Louis Noé Bengan. Merci aussi Faustin Djikam et nos remerciements à Suzanne Kalalobé. Merci à vous madame, monsieur d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.